Bienvenue, bonjour. Mon nom est Marcel Martel et je suis professeur d'histoire à l'Université York. Au nom de la Fédération des sciences humaines, je suis ravi de vous accueillir pour cette deuxième causerie, voire grand, à l'occasion du 91e Congrès des sciences humaines. Aujourd'hui, la professeure Christine Vézina prononcera une conférence intitulée Au-delà du délit d'insolidarité, éléments de réflexion pour une transition fondée sur les droits économiques et sociaux. L'événement se déroulera en français et en langue des signes américaine. Nous avons également prévu une interprétation simultanée en anglais ainsi qu'un sous-titrage en français et en anglais. Une interprète en langue des signes américaine devra apparaître sur votre écran Zoom. Pour accéder à l'interprétation simultanée, veuillez vous rendre au bas de votre écran Zoom où le terme interprétation est affiché afin d'accéder à l'interprétation en anglais. Pour activer les sous-titres en français, veuillez cliquer sur le bouton sous-titres au bas de votre écran. Ce bouton se trouve également dans Paramètres. Pour accéder aux sous-titres en anglais, veuillez cliquer sur le lien fourni dans la fenêtre de clavardage de Zoom. Cette information apparaîtra à nouveau dans la fenêtre de clavardage au cours de l'événement pour ceux et celles qui nous rejoindront un peu plus tard. Pour commencer, sachez que je vous parle de chez moi à Toronto, situé sur le territoire traditionnel de plusieurs nations, incluant les Mississauga de Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et est maintenant le territoire de plusieurs membres de Premières Nations, des Inuits et des Métis. Toronto fait partie du traité 13 avec les Mississauga de Crédit. La Fédération reconnaît que le Congrès, bien que tenu de manière virtuelle, est organisé depuis un centre logistique situé sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Nous tenons à témoigner notre respect envers l'ensemble des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis, d'un bout à l'autre du pays, pour leur apport précieux, passé et présent. La série de causeries voire grand qui se tient tout au long du Congrès réunit d'éminents spécialistes et des personnalités connues afin d'aborder certaines des questions cruciales de notre époque. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'accueillir la professeure Christine Vézina, professeure agrégée à la faculté de droit de l'Université Laval et spécialisée dans les injustices socio-économiques et de santé. Depuis 2017, la professeure Vézina cherche à mieux comprendre la culture juridique des droits de la personne qui produit et qui reproduit la marginalisation des droits économiques, sociaux et culturels, tels les droits à la santé, au logement, à l'alimentation suffisante et à un niveau de vie suffisant au Québec et au Canada. Elle nous parlera de la relation mutuelle entre les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux que la pandémie de COVID-19 a mis à nu. La professeure Vézina expliquera également les raisons pour lesquelles la transition vers un monde post-COVID-19 doit être fondée sur les droits économiques et sociaux. Après la présentation, j'animerai une discussion et une séance de questions-réponses avec la professeure Vézina. Vous pouvez soumettre vos questions en les tapant dans la fenêtre questions-réponses. Vous pouvez également participer à la conversation sur Twitter en utilisant les mots clic, voir grand et congrès SSH. Au nom de la Fédération des sciences humaines, je tiens à remercier les commanditaires de la série de causeries voir grand, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, Université Canada et la Fondation canadienne pour l'innovation. Je vous remercie et j'invite maintenant la professeure Vézina à présenter sa conférence.
Merci, professeur Martel, pour cette introduction. Chers collègues, chers décideurs des politiques publiques, professionnels, chers étudiants, étudiantes, chers membres du public. Bien sûr, je suis honorée d'être présente parmi vous aujourd'hui et je tiens à remercier chaleureusement la Fédération des sciences humaines pour son invitation à participer à cette causerie Voir grand. Je tiens aussi à remercier Lisa Semchuk et toute l'équipe chargée de la logistique et du soutien technique, sans qui nous ne pourrions aujourd'hui être ensemble dans cet espace virtuel. On m'a invité aujourd'hui à, et je cite, « repenser le monde dans lequel nous vivons dans le but de pouvoir construire un avenir plus diversifié, durable, démocratique et juste », je ferme les guillemets. En bonne élève, j'ai tenté de me prêter au jeu en m'appuyant, bien sûr, sur les recherches que j'ai réalisées jusqu'à ce jour, mais j'ai essayé aussi de repousser un peu les frontières de ma zone de confort pour inscrire mon travail dans un thème plus vaste que je n'avais pas jusqu'ici encore exploré, celui de l'insolidarité. Ce concept et son antonyme m'ont semblé détenir une valeur heuristique pour à la fois comprendre le monde pré-pandémie et la crise de COVID-19 et pour se projeter dans une transition fondée sur la reconstruction des liens sociaux. C'est donc avec beaucoup d'humilité que je vous présente les fruits de cette réflexion dans le cadre de ma communication qui s'intitule « Au-delà du délit d'insolidarité, éléments de réflexion pour une transition fondée sur les droits économiques et sociaux ». On peut maintenant changer de diapo. Alors, mon propos sera divisé en 3 parties. Je démontrerai dans un premier temps que les atteintes aux droits, et en particulier aux droits à la santé, au logement, à un niveau de vie suffisant, qui sévissent impunément au Canada et au Québec, rendent compte d'un délit d'insolidarité pardonnez-moi, je reprends, rendre compte d'un délit d'insolidarité qui a vulnérabilisé notre société à la crise de la COVID-19. Je m'attarderai ensuite sur les effets de la pandémie dans l'émergence d'une nouvelle communauté d'intérêt susceptible de créer un momentum favorable à la mise en œuvre des droits économiques et sociaux en tant que normes juridiques pouvant soutenir une transition solidaire. On peut maintenant changer de diapo. Alors, je souhaite dans un premier temps attirer votre attention sur les atteintes aux droits qui étaient présentes et qui demeurent d'ailleurs présentes aujourd'hui au sein de la société québécoise principalement. Le Canada et le Québec, il faut d'abord dire que le Canada et le Québec ont ratifié le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels en 1976. En vertu du droit international et suite à cette ratification, le pacte impose des obligations aux États, des obligations de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits qui y sont proclamés. Bien sûr, la réalité est tout autre sur le terrain où on observe de manière récurrente des atteintes aux droits économiques et sociaux. Alors, bien sûr, loin de moi aujourd'hui l'idée de vous présenter un portrait exhaustif de ces atteintes protéiformes. Je souhaite plutôt illustrer mon propos en attirant votre attention sur 3 types d'enjeux qui posent de graves problèmes en matière de violation des droits économiques et sociaux qui ont été particulièrement mis en lumière pendant la crise de la COVID-19. Premièrement, je veux parler du démantèlement que je qualifierais de tranquille du système de santé. Deuxièmement, de la pauvreté. Et troisièmement, de la marginalisation. Alors, tout d'abord, le démantèlement du système de santé. Bien sûr, il s'agit d'un sujet vaste et complexe, mais pour faire une histoire courte, disons que le système qui a été mis en place dans les années 60 a fait l'objet de nombreuses réformes qui ont érodé de diverses manières le système. Pensons à la réforme de 97 qui était fondée sur le virage ambulatoire, la désinstitutionnalisation et les mises à pied des employés du réseau. Pensons à la réforme de 2003 qui était fondée sur la réingénierie de l'État et le nouveau management public qui carburait à la réduction des coûts, à la gestion axée sur les résultats et à la concurrence entre les établissements. Et enfin, pensons à la plus récente réforme de 2015 qui a centralisé les pouvoirs dans les mains du ministre de la Santé et imposé aux médecins une approche productiviste.
Ces réformes successives ont entraîné différents effets, bien sûr, dont notamment un manque d'accès aux soins en première ligne, des disparités régionales d'accès aux soins qui ont été rapportées notamment par le commissaire à la santé. Ces réformes ont aussi entraîné des barrières à l'accès pour les personnes en situation de vulnérabilité, ont indûment allongé les listes d'attente pour les interventions dans les hôpitaux, ce qui notamment a favorisé l'introduction du système privé. Et enfin, ces réformes ont réduit la capacité hospitalière à 2500 lits d'hôpitaux par 1 million d'habitants, comme on a pu le voir pendant la COVID-19. Deuxième élément sur lequel je souhaite attirer l'attention, le thème de la pauvreté. Au Québec, environ 10 de la population a un revenu inférieur à la mesure du panier de consommation. La mesure du panier de consommation, c'est l'indice fixé par le fédéral qui porte sur la couverture des besoins de base, donc essentiellement se nourrir, se vêtir, se loger. De ce nombre, les statistiques du ministère du Travail et de l'Emploi et de la Solidarité sociale de février 2022 indiquent qu'environ 300 000 personnes sont prestataires d'un programme d'assistance sociale, ce qui inclut les adultes et les enfants. En 2022, le barème d'aide sociale pour une personne seule sans contrainte à l'emploi est de 726 $ par mois. Additionné des crédits d'impôt, le revenu disponible correspond à environ 50 % de la mesure du panier de consommation, c'est-à-dire la capacité de répondre à ses besoins de base. Alors, les personnes, évidemment, prestataires d'aide sociale ne couvrent pas leurs besoins de base et se trouvent en situation de survie au Québec. Québec, qui est une province qui se situe pourtant, selon les chiffres de 2017, qui datent un peu au 21e rang du classement fondé sur le PIB de l'OCDE. Les personnes prestataires d'aide sociale font aussi les frais de préjugés et de stigmatisation. Une étude récente là, de 2021 réalisée par Landry et Hall révélait que les personnes prestataires de l'aide sociale forment un groupe qui est hautement stigmatisé, le groupe même, voire même le groupe le plus stigmatisé, selon une autre étude réalisée par Noro et Hall en 2015. Et donc, ces personnes sont très vulnérables à la discrimination. Selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ces préjugés à l'égard des personnes prestataires d'aide sociale forment un voile qui masque les causes structurelles de la pauvreté, dont les obstacles systémiques qui empêchent l'intégration au travail des prestataires d'aide sociale. Pourtant, les catégorisations de l'aide sociale, fondées sur l'aptitude à l'emploi, continuent de distinguer les bons des mauvais pauvres en nourrissant et en cristallisant les préjugés. Concernant les salariés au bas de l'échelle, mentionnons rapidement que le salaire minimum a augmenté le 1er mai. Il est passé à 14,25 $ ici au Québec. Alors, ce qui signifie que pour une semaine de 35 heures, le taux horaire est légèrement au-dessus de la mesure du panier de consommation destiné à répondre aux besoins de base, mais que ce salaire ne permet pas d'atteindre ce qu'on appelle la sortie de pauvreté, qui est un indicateur qui a été développé par l'IRIS. Troisième élément sur lequel je souhaite attirer votre attention, celui de la marginalisation. Les personnes itinérantes utilisatrices de drogues injectables et les travailleuses du sexe sont confrontées à des obstacles importants dans la jouissance de leurs droits. Selon une estimation du ministère de la Santé et des Services sociaux, il y aurait environ 6 000 personnes itinérantes au Québec, les chiffres de 2018, les Autochtones et les Inuits étant surreprésentés dans ce groupe. Et le nombre d'itinérants aurait doublé à Montréal pendant la COVID-19. Bien sûr, face à ces personnes, le manque de places en refuge et la pénurie de logements, notamment la pénurie de logements sociaux, nourrissent bien sûr les problématiques auxquelles elles sont confrontées. Pour les personnes utilisatrices de drogues injectables qui sont confrontées à la crise des surdoses d'opioïdes, l'accès à des traitements adaptés à bas seuil pose problème. Pour les travailleuses du sexe, quant à elles demeurent confrontées à la criminalisation de leurs activités et privées d'un filet social. Alors, ces situations que je viens de vous présenter peuvent, sous divers angles, être qualifiées d'atteinte aux droits. Ce type
de constat d'atteinte au droit met en lumière un type de relation, la relation entre la personne et l'État qui est propre au droit public. Et c'est ici que l'idée du délit d'insolidarité, qui est inspirée là, de la notion de délit de solidarité, qui fait référence à un tout autre phénomène dont je pourrais parler, bien sûr, en période de questions. Mais donc, c'est ici, face à ce constat que les violations des droits, les atteintes aux droits s'inscrivent dans une relation entre l'État et la personne, c'est ici que l'idée du délit d'insolidarité vient prendre toute sa valeur heuristique. Parce que je pense qu'en mobilisant ce concept d'insolidarité, une notion d'ailleurs qui a été qualifiée par Pierre Ansart en 92 de notion en désuétude. Donc, cette notion, entendue comme une forme de destruction ou de délitement des liens sociaux, nous permet en fait de situer les relations entre les personnes et l'État propre au droit dans le tissu social plus large et plus vaste, marqué par l'individualisation de la société et le paradigme de la responsabilité individuelle. On comprend dès lors que les atteintes aux droits économiques et sociaux sont surdéterminées par ce délit d'insolidarité qui nous engage toutes et tous. Bien sûr, l'État, et quand je parle de l'État, j'entends ici le pouvoir législatif, le gouvernement et le pouvoir judiciaire. L'État, donc, contribue à ces atteintes aux droits économiques et sociaux par ses choix, par son action, son inaction, mais tous les acteurs de la société, c'est-à-dire les acteurs de la société civile, les acteurs privés, les citoyens, sont en quelque sorte, et je vais employer un mot entre guillemets, mais sont coupables en quelque sorte de ce délit d'insolidarité qui est reproduit naturellement par eux selon les volontés du système. On peut maintenant changer de diapo. Alors, bien sûr, personne ne peut nier que la crise de COVID-19 a mis en lumière les effets différenciés de la pandémie sur les personnes. Cette crise a aussi révélé, comme un bon cas d'école, l'interrelation et l'interdépendance entre les droits économiques et sociaux et les droits civils et politiques. Les droits civils et politiques, ici, j'entends davantage les droits tels le droit à la liberté, le droit à la sécurité. On a pu voir donc que les atteintes au droit à la santé, attribuables aux effets du démantèlement du système de santé, ont induit des restrictions à la liberté de toute la population. Je pense ici aux mesures de confinement, au couvre-feu, et que ces atteintes au droit à la santé ont aussi eu un impact sur le droit à la vie et à la sécurité des personnes malades en attente d'intervention occasionnées par le délestage. De nouvelles atteintes au droit à la santé ont aussi été annoncées en termes de qualité des services. On a annoncé à un certain moment dans la pandémie que la qualité des services passerait du niveau A+ au niveau B. On a pu constater également que les atteintes au droit à un niveau de vie décent des travailleurs au bas de l'échelle ont dû être compensées par une prestation de supplément qui était fixée à 100 $ par mois au plus fort de la crise pour permettre à la population d'avoir accès aux services essentiels, dont l'accès aux épiceries pour, bien sûr, pouvoir satisfaire leurs droits à l'alimentation. Et finalement, en raison des particularités propres à la transmission du virus, on a observé également que si les exclus étaient plus vulnérables à la COVID-19, pensons par exemple aux personnes itinérantes privées d'hébergement et de conditions minimales d'hygiène, pensons aux travailleuses du sexe qui, privées de soutien de revenus d'urgence, ont continué de travailler en s'exposant au risque de transmission. Eh bien, on a pu constater que si ces personnes exclues étaient plus vulnérables à la COVID-19, c'est l'ensemble de la société qui se mettait à risque, notamment à travers une saturation des lits d'hôpitaux occupés par des personnes malades de la COVID et par la transmission elle-même entre les individus. Et c'est dans ce sens qu'on peut voir dans la crise de COVID-19 un événement ayant fait émerger de nouvelles relations, une nouvelle communauté d'intérêts.
Autrement dit, certains murs impénétrables entre les exclus et le reste de la population sont tombés, révélant des liens de réciprocité, structurant une solidarité d'urgence. On peut maintenant changer de diapo. Cette solidarité pragmatique, on pourrait la qualifier de solidarité pragmatique, en effet. Cette solidarité mérite d'être étudiée, documentée et mise en lumière sur la place publique. Mon hypothèse consiste à dire qu'elle constitue, cette solidarité pragmatique, un fertilisant pour les droits économiques et sociaux. Ce momentum solidaire, favorable à la protection et à la mise en œuvre des droits économiques et sociaux, peut peut-être enfin permettre de bousculer le statu quo juridique québécois et canadien, qui demeure réfractaire aux droits économiques et sociaux en dépit des développements marquants en droit international et en droit comparé. En vertu du pacte international relatif aux droits économiques et sociaux dont j'ai parlé un peu plus tôt, en vertu de ce pacte, donc, les droits économiques et sociaux imposent aux États des obligations qui sont à la fois à réalisation immédiate. Je pense par exemple à la satisfaction du noyau minimal essentiel des droits. Je pense à la priorité qui doit être accordée aux besoins des personnes les plus vulnérables et enfin à l'obligation de non-discrimination. Ce pacte impose également des obligations qui sont à réalisation progressive au maximum des ressources disponibles, ce qui signifie d'ailleurs que ces ressources disponibles doivent être mobilisées, notamment par la fiscalité. Le pacte impose enfin des obligations qui interdisent le recours aux mesures régressives de la part de l'État. L'idée ici, c'est d'appuyer sur le fait qu'il doit y exister une certaine forme de maintien des acquis. Alors, ces droits qui imposent cette panoplie d'obligations continuent d'être confrontés à des résistances assez fortes dans le droit québécois et dans le droit canadien. Ces résistances, en fait, qui se trouvent produites et reproduites par une culture juridique fondée sur le paradigme hégémonique des droits civils et politiques. En même temps, il existe de nombreux leviers qui sont disponibles dans le droit pour altérer le statu quo et faire pénétrer les droits économiques, sociaux et culturels dans le droit interne québécois et canadien. On peut maintenant changer de diapo. Ces droits économiques et sociaux présentent un intérêt particulier pour structurer la transition post-pandémique. Ils sont universels dans le sens où ils sont accessibles à tous et toutes, mais ils sont modulés en même temps par les différences entre les personnes. Les droits économiques et sociaux imposent aux États, comme nous venons de le dire, comme je viens juste de le dire, imposent aux États d'accorder une priorité aux besoins des personnes les plus vulnérables et aussi d'adapter les mesures qui sont offertes à la population pour réaliser le droit à la santé, au logement, au niveau de vie suffisant, impose donc d'adapter ces mesures aux particularités propres aux cultures et réalités des personnes pour rendre les soins et les services acceptables pour ces personnes. Et donc, en ce sens, on peut dire que les droits économiques et sociaux sont porteurs d'un universalisme d'altérité et donc de solidarité. On peut maintenant changer de diapo. Mais bien sûr, pour passer de la théorie à la pratique, pour passer à la vie sociale des droits, comme c'est un terme que j'emprunte à Saillant, pour passer donc à la vie sociale et juridique des droits économiques et sociaux et se projeter dans les manières dont ces droits peuvent soutenir une transition solidaire, il faut mettre en lumière le rôle des acteurs, les acteurs experts et profanes du droit. Ces acteurs qui sont susceptibles de se saisir des droits pour leur donner effet. Alors, je pense bien sûr au gouvernement, aux législateurs, aux juges, aux avocats, aux organisations non gouvernementales, aux organismes communautaires et aux personnes elles-mêmes. Ici, je souhaite attirer votre attention sur le fait que
la mise en œuvre des droits économiques et sociaux peut se concrétiser de manière à la fois descendante et ascendante, descendante donc du haut vers le bas et ascendante du bas vers le haut. Dans une perspective plus juridique, quand on pense aux stratégies de mise en œuvre des droits économiques et sociaux qui viennent du haut, on peut penser bien sûr au rôle du législateur qui est tenu de mettre en œuvre ces droits à travers les lois qu'il adopte. On peut penser à la place qu'occupent ces droits lorsque vient le temps d'adopter des lois. Est-ce qu'il existe, par exemple, des mécanismes de conformité qui font en sorte que les droits économiques et sociaux sont pris au sérieux par le législateur? On peut penser également au rôle des droits économiques et sociaux en tant que normes soumises à la délibération. Bien sûr, quand on pense à ces stratégies de mise en œuvre plus juridiques, plus formelles des droits économiques et sociaux, on peut bien sûr pointer du doigt le rôle des juges, le rôle des tribunaux judiciaires. Ces derniers doivent accepter d'entendre des litiges innovateurs. Hein, présentement, on sent une certaine résistance à cet égard, donc doivent accepter d'entendre des litiges innovateurs qui sortent un peu des sentiers battus et accepter notamment d'entendre des appels, les appels qui portent sur les droits économiques et sociaux. À ce jour, on observe une fermeture des tribunaux supérieurs à l'égard des appels qui portent sur les droits économiques et sociaux. On peut penser aussi aux besoins pour les avocats de développer des arguments qui, encore une fois, sortent des sentiers battus, sortent du paradigme des droits civils et politiques, et donc du besoin de développer des arguments que l'on va cadrer dans les normes des droits économiques et sociaux en créant des alliages avec le droit positif qui est en vigueur. Et dans une perspective plus sociologique, il y a d'autres stratégies qui méritent aussi notre attention pour penser la mise en œuvre des droits économiques et sociaux dans une perspective plus du bas vers le haut. Autrement dit, différents types d'acteurs, autant, je pense bien sûr aux organisations non gouvernementales, ces acteurs peuvent se saisir des droits économiques et sociaux comme étant un cadre de référence pour structurer leur programme, leur action et pour, au final, donner vie, j'ai envie de dire, in concreto, aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans ma thèse, j'ai déjà étudié la contribution des organismes communautaires de lutte au VIH-Sida à la mise en œuvre concrète du droit à la santé sur le terrain. Et j'ai pu, à ce moment-là, observer que l'élément déterminant pour donner effet au droit à la santé, c'est de préserver et de valoriser l'autonomie des organismes communautaires. On peut aussi penser en un dernier point, à titre de stratégie possible à mobiliser pour donner effet aux droits économiques et sociaux sur le terrain, à toutes ces initiatives nouvelles qui émergent et qui invitent les citoyens à s'engager autour de la notion des communs. Alors, je pense qu'il y a beaucoup à penser ici en termes de réalisation du droit à l'alimentation, du droit au logement, à travers ces initiatives de participation citoyenne autour de cette idée de commun. On peut maintenant changer de diapo. Alors, bien sûr, lorsqu'on observe le monde tel qu'il existait pré-pandémie, ce qui est survenu pendant la crise et quand on essaie de se projeter à travers différentes stratégies de mobilisation des droits économiques et sociaux, on peut penser qu'un certain cycle est amorcé, hein, du délit d'insolidarité. La COVID-19 a mis en lumière l'existence de nouveaux liens sociaux, une nouvelle forme de communauté d'intérêt qui offre un momentum pour les droits économiques, sociaux et culturels, qui, eux, offrent des principes structurants pour une transition solidaire. Reste maintenant à écrire cette transition en la juxtaposant, et je veux terminer avec ce point, en la juxtaposant à celle de la transition environnementale, qui nous pousse à forger une nouvelle solidarité intergénérationnelle qui nous lie
avec la nature et dont la reconnaissance pointe déjà dans différentes enceintes législatives et judiciaires à travers le monde. Merci pour votre attention. C'est moi qui vous remercie pour votre conférence. Et bien entendu, j'ai plusieurs questions et ces questions sont inspirées à la fois par tous les nombreux travaux qui ont été faits sur les communautés francophones et l'utilisation par les communautés francophones de la fameuse charte des droits et libertés de la personne de manière à forcer les États à reconnaître leurs droits. Donc, j'ai bien aimé votre référence à délit d'insolidarité. Et la première question que j'ai pour vous, c'est quelles seraient les possibles mesures de réparation? Est-ce que le terme réparation est approprié? Merci beaucoup pour votre question qui est en effet très appropriée. C'est vrai qu'au Canada, j'ai parlé des résistances des tribunaux judiciaires et du droit interne à l'égard de la reconnaissance des droits économiques et sociaux. Et l'éléphant dans la pièce, quand on parle de ce sujet, c'est en fait la reconnaissance d'obligations positives à la charge de l'État. Dans les cas que vous évoquez, la protection des droits des minorités linguistiques à travers le Canada, il y a une disposition explicite dans la Charte canadienne, c'est l'article 23, qui reconnaît le droit à l'instruction publique dans la langue des minorités. Et sur la base de cet article 23, on a eu, au début des années 2000, si je me souviens bien, la date m'échappe, peut-être fin des années 90, en tout cas, j'ai un petit blanc de mémoire sur la date, mais on a eu une décision extrêmement importante, l'affaire Doucet-Boudreau. Et dans cette décision, en première instance, les communautés francophones sont allées devant le juge pour, les communautés francophones sont allées devant le juge parce qu'en fait, les autorités gouvernementales s'étaient engagées à construire des écoles pour permettre l'accès à l'éducation dans la langue de la minorité. On était ici au Nouveau-Brunswick, communauté francophone, bien sûr, minorité francophone. Et le juge, donc, constatant que l'État s'était engagé, mais que l'État n'avait jamais entrepris la construction de ces écoles, le juge a rendu, ce qui est assez important dans cette affaire, a rendu ce qu'on appelle une ordonnance structurelle. Et une ordonnance structurelle, eh bien, concrètement, il s'agissait de forcer l'État à construire les écoles requises, et non seulement à forcer l'État à construire les écoles requises, mais également le tribunal s'est déclaré saisi du dossier pour faire le suivi de la progression des travaux. Et c'est cette ordonnance structurelle qui a fait l'objet d'un appel, c'est monté jusqu'en Cour suprême du Canada, parce qu'on se demandait si c'était légitime pour un tribunal judiciaire de rendre une telle forme de réparation. Et la Cour suprême du Canada a confirmé le caractère tout à fait légal, valide sur le plan constitutionnel de cette ordonnance structurelle. Et suite à cette décision-là, bien sûr, de nombreux auteurs qui travaillent sur les droits économiques et sociaux, je pense notamment à Bruce Porter qui a beaucoup écrit sur ce sujet, ont développé des réflexions sur la portée de ce type de réparation structurelle qui viennent en fait toucher les causes systémiques des atteintes aux droits. Donc, le parallèle est tout à fait approprié et offre un précédent qui est très important pour les personnes qui souhaitent mobiliser les droits économiques et sociaux devant les tribunaux judiciaires et avoir accès à des réparations transformatrices. Et parce que je partage, j'ai bien aimé la première partie de votre présentation, puisque vous nous rappelez ce qui s'est passé au cours des les 2 dernières années. Les personnes marginalisées qui, dans bien des cas, le sont devenues encore plus. Est-ce qu'il y a présentement des cas ou des groupes qui songent à amener devant les tribunaux des situations qui découlent de la pandémie et qui forceraient les États à agir dans le domaine de la reconnaissance des droits économiques et sociaux? C'est une excellente question. J'ai fait
c'était à l'époque pré-pandémique. J'ai réalisé des entrevues avec différentes organisations non gouvernementales dans le cadre d'une recherche empirique justement qui portait sur la culture juridique des droits de la personne à une époque pré-pandémique, donc avant la pandémie. Et dans le cadre de ces entrevues, en fait, ce qui est ressorti, c'est que pour les organisations non gouvernementales, et je parle bien sûr des organisations non gouvernementales du Québec, parce que je pense, hein, c'est une intuition qui mériterait d'être davantage travaillée, mais je pense qu'il existe de véritables différences culturelles quant aux stratégies de mobilisation des droits devant l'arène judiciaire. C'est-à-dire que dans le Canada anglais, je pense qu'il y a une tradition plus importante de mobilisation des droits devant les tribunaux judiciaires, alors qu'au Québec, on sent chez les organisations non gouvernementales que le législateur, l'enceinte législative, demeure l'arène la plus appropriée pour mobiliser les droits et en particulier les droits économiques et sociaux. Bon, ça ne répond pas directement à votre question, professeur Martel, mais je tenais à le dire parce que ici, je veux mettre en lumière ces résistances quant à l'arène judiciaire qui contribuent également à la culture juridique des droits de la personne qui existe au Québec. Et bien sûr, ces organisations non gouvernementales, elles ont cette position pour différentes raisons, notamment parce qu'elles subissent encore, je pense, les effets paralysants de la décision Gosselin. C'est une décision qui a été rendue par la Cour suprême du Canada en 2002 et c'est la seule décision rendue par la Cour suprême du Canada qui était question des liens entre la pauvreté, le fait d'être prestataire d'aide sociale et les droits de la personne. Et cette décision, en fait, a fermé de nombreuses portes. Et donc, on sent 20 ans plus tard, on sent encore aujourd'hui les effets paralysants de cette décision de la Cour suprême du Canada, ce qui peut expliquer donc les réserves, les réticences des organismes qui craignent en fait de perdre le contrôle, bien sûr, du dossier et de se faire à nouveau fermer des portes. Donc, ça, c'est une piste de réponse. Mais donc, pour rebondir sur la situation post-pandémique, à ma connaissance, il n'y a pas d'organisme encore qui travaille activement à mobiliser les tribunaux judiciaires. Ceci dit, on a parlé rapidement de la situation des personnes itinérantes au Québec. Il y a un momentum sur la question du droit au logement qui existe présentement. Le Canada a adopté, le gouvernement fédéral a adopté une stratégie nationale sur le droit au logement, a reconnu dans l'ordre juridique canadien le concept de droit au logement. Et donc, ça change un peu les données, ça pourrait permettre en tout cas des outils pertinents pour mobiliser le droit au logement devant les tribunaux judiciaires. Il y a eu d'ailleurs, pendant la crise de la COVID-19, un recours qui a été intenté en Cour supérieure du Québec lorsque une personne itinérante a été trouvée décédée dans une toilette publique. Vous avez peut-être entendu parler de cet événement. Donc, il y a eu un recours qui a été intenté au beau milieu de la crise de la COVID-19 pour demander à ce que les décrets qui imposaient le couvre-feu ne soient pas applicables aux personnes itinérantes. Et un autre enjeu qui n'est peut-être pas intimement lié à la COVID-19, mais qui me semble quand même avoir été exacerbé par le contexte de la COVID, c'est celui du droit à l'éducation. Je sais qu'il y a des groupes qui sont en train de se structurer présentement qui représentent les enfants ayant des besoins particuliers dans le milieu scolaire. Et là, il y a une forte mobilisation et certainement que la crise de la COVID-19 a exacerbé les problèmes de déscolarisation et de scolarisation partielle. Et à cet égard, il y aurait peut-être là une voie, une ouverture possible vers une mobilisation judiciaire. Je vais me permettre une autre question parce que je sais qu'il y a déjà des gens qui nous ont envoyé des questions et je vais les partager avec vous. Mais la dernière question que j'ai pour vous est, croyez-vous, et là, ou bien je suis un naïf, ou oui, c'est possible d'y croire,
On sait que dans le domaine des droits de la francophonie canadienne, ce qui a aidé, c'est bien entendu la mise en place par le gouvernement fédéral d'un programme qui finance les recours devant les tribunaux. Parce que on le sait, les tribunaux, ça coûte cher. Mm-hmm. Serait-il possible d'imaginer la mise en place de programmes similaires qui permettraient à des groupes, vous avez mentionné tout à l'heure le cas là, du droit à l'éducation, des groupes qui pourraient avoir les moyens financiers fournis par l'État de manière à assurer, je ne sais pas, le droit de faire en sorte que le logement, c'est un droit garanti. Et lorsque l'État fait à sa tâche, eh bien, il y a un recours. Serait-il possible d'imaginer la possibilité que le gouvernement crée un tel programme de manière à fournir les ressources nécessaires à ces groupes communautaires ou à ces individus? Je pense qu'il existe déjà le programme de contestation judiciaire qui avait été mis sur la glace pendant le règne du gouvernement conservateur et qui a été réhabilité suite à l'élection des libéraux. Alors, ce programme de contestation judiciaire offre du soutien, justement, financier pour contester en fait, pour mobiliser les tribunaux judiciaires. Donc, il n'y a rien qui empêche de s'appuyer sur ce programme pour développer des recours basés sur les droits économiques et sociaux, par exemple. Mais je voudrais profiter de votre question pour ouvrir la réflexion vers le législateur également. Parce que c'est vrai que lorsqu'on pense aux droits économiques et sociaux, comme à tous les droits de la personne d'ailleurs, on fait rapidement les liens entre jouissance des droits, tribunaux judiciaires, réparation, ce qui n'est pas, bien sûr, dépourvu de sens. Hein. Il s'agit bien sûr d'un levier important pour mobiliser les droits économiques et sociaux. L'arène judiciaire est une arène tout à fait pertinente. Mais dans le cadre de mes travaux plus récents, qui portent sur les liens justement entre le pouvoir législatif et la mise en œuvre des droits, je pense que c'est important de voir plus grand, je vais reprendre le thème d'aujourd'hui, de voir plus grand pour mettre en perspective ce qui est fait devant les tribunaux judiciaires avec ce qui est fait par le législateur. Et une des préoccupations que j'ai actuellement, c'est de constater qu'au Québec, hormis le travail qui est fait par les légistes de l'État, les avocats qui travaillent dans les ministères, pour s'assurer de la conformité des lois aux droits en vigueur, dont notamment la Charte québécoise. Donc, hormis ce travail-là qui est plutôt fait sous l'angle, finalement, de la vie juridique, de l'évaluation des risques de poursuite de recours juridiques, hormis ce travail-là, j'observe qu'il n'existe pas véritablement de prise en compte sérieuse des droits économiques et sociaux au sein de l'enceinte législative. Et j'ai fait récemment une étude sur la réforme de l'aide sociale de 2017 qui portait sur la création du programme Objectif Emploi. Et j'ai demandé à mes étudiants de répertorier l'ensemble des revendications qui ont été mises de l'avant en commission parlementaire, les revendications qui portaient donc sur les droits eux-mêmes. Et bien sûr, ici, on avait une forte mobilisation du droit à des mesures susceptibles d'assurer un niveau de vie décent qui est prévu dans la Charte québécoise. Et j'ai essayé de voir qu'est-ce qui avait été repris par les députés en discussion en commission parlementaire et qu'est-ce qui finalement a entraîné des amendements au projet de loi. Et on constate, voilà, que, par exemple, dans le cadre d'une commission parlementaire, le rapport qui est soumis par la Commission des droits de la personne et les prétentions de la Commission des droits de la personne, qui est finalement la gardienne de la Charte québécoise, sont traités au même niveau que les revendications des organisations non gouvernementales. Pourtant, le rôle de gardienne de la Charte québécoise, qui est conférée à la Commission des droits de la personne, est reconnu explicitement dans la Charte québécoise. Donc, bref, je trouve qu'il est vraiment important, bien sûr, de s'intéresser à ce qui est fait devant les tribunaux judiciaires, mais de regarder ça sous l'angle du dialogue. Hein, la théorie du dialogue, c'est bien documenté dans la littérature, mais de regarder de manière un peu empirique
ce qu'il advient de ce dialogue entre le législateur et le pouvoir judiciaire. Et ça va nous donner, je pense, un portrait plus riche des différentes ouvertures pour faire pénétrer les droits économiques, sociaux et culturels. Merci. Et là, maintenant, je vais lire les questions qui nous sont envoyées. Donc, une première vous invite c'est-à-dire à élargir les horizons en s'intéressant à l'international. Donc, la question, c'est comment ces problèmes se manifestent-ils dans d'autres pays? Et y a-t-il des exemples que vous jugez particulièrement importants à étudier pour le Canada et le Québec? Oui, j'ai mentionné, lorsque j'ai fait état là, de l'existence de ces résistances dans le droit interne à l'égard des droits économiques et sociaux, j'ai voulu mettre ça en tension avec les développements importants qui existent en droit international. Je pense notamment à l'adoption du protocole facultatif au Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui est entré en vigueur en 2013 et qui permet, dans l'arène internationale, d'avoir accès à des mécanismes de plainte individuelle. Donc, ça, c'est une avancée qui est importante en droit international. Mais il existe aussi, en droit comparé, différentes initiatives qui nous permettent de mieux comprendre le contenu normatif des droits économiques et sociaux, la méthodologie judiciaire à partir de laquelle on peut donner vie à ces droits dans l'arène judiciaire. Alors, bien sûr, le pays qui est le plus souvent, je pense, cité à cet égard, c'est l'Afrique du Sud, parce que lorsque l'Afrique du Sud a adopté sa constitution au début des années 90, début 96, excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire, mais la nouvelle constitution de l'Afrique du Sud est venue reconnaître de manière explicite et formelle certains droits économiques et sociaux, dont le droit au logement, dont le droit à la santé. Et il y a eu des décisions fortes qui ont été rendues par la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud, notamment l'affaire Grootboom, qui est très connue, citée en matière de droit au logement, donc qui offre de nombreuses clés de compréhension de la méthodologie juridique requise pour donner effet aux droits économiques et sociaux dans l'arène judiciaire. Il y a différents pays aussi comme l'Argentine, la Colombie, beaucoup de pays d'Amérique du Sud qui ont reconnu également les droits économiques et sociaux dans leur constitution. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a rendu des décisions très importantes en matière de droit à la santé de manière assez récente, la fin des 2018 ou dans ces eaux-là. Bon, bref, il y a une étude qui a été faite par des chercheurs américains là, qui ont dénombré le nombre de constitutions à travers le monde qui ont intégré les droits économiques et sociaux, et c'est un nombre très important, un nombre qui va bien au-delà de 100 pays là, qui ont reconnu les droits économiques et sociaux. Donc, ce n'est pas des phénomènes qui sont marginaux. OK, merci. Autre question, que pensez-vous c'est-à-dire que pensez-vous, c'est-à-dire croyez-vous, non pas croyez-vous, mais que pensez-vous, c'est-à-dire quel est le rôle des organismes communautaires? Désolé, là. Quel est le rôle des organismes communautaires dans le futur concernant les droits humains et, bien entendu, toute la question de l'accès à des soins de santé? Donc, quel est le rôle des organismes communautaires dans l'avenir en ce qui concerne les droits de la santé et les droits humains? C'est une question qui m'interpelle, bien sûr, puisque j'ai fait ma thèse sur ce sujet. Il y a différents éléments qui méritent d'être mentionnés, bien sûr. Au premier chef, le financement accordé aux organismes communautaires, bien sûr. Donc, on sait que... et la COVID, d'ailleurs, a eu un effet très important sur les organismes communautaires. La pénurie de personnel a un effet très lourd sur les organismes communautaires qui peinent à maintenir les services en place. Mais donc, bref, hormis ces enjeux qui sont fondamentaux, et d'ailleurs, on a vu que le gouvernement du Québec a répondu en quelque sorte à ce constat, là, puisqu'ils ont enfin annoncé dans le dernier budget des mesures assez substantielles de financement auprès des organismes. Mais au-delà des enjeux de financement, ce qui est important, je pense, de mentionner ici, c'est que la réalisation du droit à la santé, notamment pour les personnes en situation de marginalité, c'est un droit qui
en fait, nécessite des mesures, des services, du soutien qui est véritablement adapté aux réalités du terrain, hein, des approches fondées sur l'altérité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et dans ce sens, les organismes communautaires sont de véritables décodeurs des réalités du terrain et ils sont en mesure d'adapter des soins, des services, du soutien aux réalités du terrain. Alors, c'est pour ça que je disais qu'après le financement, le deuxième élément le plus important pour faire en sorte que les organismes communautaires puissent continuer de réaliser le droit à la santé sur le terrain, c'est celui du respect de leur autonomie. Parce qu'à partir du moment où les CIUS de ce monde imposent des lignes directrices qui viennent, si vous voulez, fixer des priorités qui ne sont pas celles qui émanent du terrain, eh bien là, il risque d'y avoir des programmes qui ne sont pas adaptés aux véritables réalités. Et donc, ça risque de porter préjudice à l'accessibilité des soins, des services, ainsi qu'à leur caractère adapté et acceptable pour les personnes visées. Donc, financement, autonomie, ce sont deux composantes qui sont extrêmement importantes, primordiales pour permettre aux organismes communautaires d'assumer ce rôle qui leur est propre. Et j'ai envie de dire un dernier élément sur lequel je souhaiterais faire un petit commentaire, c'est que autant donc à travers ma thèse, par exemple, je me suis intéressée à la manière dont les organismes communautaires contribuent concrètement à la réalisation du droit à la santé, autant on observe et c'est ressorti d'ailleurs dans les entrevues récentes que j'ai faites avec des organisations non gouvernementales, on observe que ces organismes qui s'inscrivent dans la tradition de l'action communautaire autonome existent pour, bien sûr, créer des programmes, offrir du soutien, mais existent aussi pour s'engager dans une forme de transformation sociale, pour développer des revendications, exiger des modifications aux lois, aux politiques publiques, aux programmes. Et parfois, on constate que les partenariats, les relations qui se soudent entre les organismes communautaires et l'État peut avoir un impact, des effets muselants sur certains organismes. Donc, il faut aussi être critique de ce type de phénomène. Je pose une dernière question et je suis désolé parce qu'il y a plusieurs autres questions. Donc, je vais lire une dernière question, mais vous allez adorer cette question-là, mais vous n'allez pas aimer ce que je m'apprête à dire. Vous avez 3 minutes pour y répondre. Pensez-vous que les Canadiens comprennent leurs droits? Est-ce que nous nous concentrons sur nos droits et libertés personnelles plutôt que sur nos responsabilités collectives? Vous avez 3 minutes pour répondre à cette question. Je suis pas certaine que les Canadiens, les Canadiennes aient pleinement conscience de leurs droits personnels ou des droits des autres personnes, des autres citoyens, notamment des personnes en situation de vulnérabilité. Là, je pense qu'il y a un enjeu important ici, mais ce qui est important peut-être de garder en tête par rapport à cette question, c'est que la conscience des droits, c'est un concept qui est fondamental parce qu'on estime que c'est à travers cette conscience des droits qu'on est capable de résister à l'hégémonie d'un système qui entraîne des inégalités. Alors, ça signifie qu'on a tout intérêt à travailler autour de cette conscience des droits et notamment la voie de la recherche participative est une voie assez féconde pour travailler sur cet aspect. C'est-à-dire, merci pour cette réponse. Et encore une fois, désolé d'être pratiquement à la fin de notre séance et je tiens à m'excuser à tous ceux et celles qui nous ont envoyé des questions. Le fait que nous avons reçu autant de questions démontre l'intérêt qu'a suscité non seulement votre présentation, mais surtout la pertinence des questions abordées. Donc, comme je le mentionnais, c'est que nous sommes arrivés à la fin de notre séance de questions et réponses. En mon nom et au nom de tous ceux et celles qui nous ont écoutés, je vous remercie infiniment, professeur Christine Vézina, pour cette discussion et surtout pour la pertinence de vos propos et surtout pour nous inciter à
C'est-à-dire, vous avez contribué à nous faire prendre conscience de l'importance de ces questions et du rôle que nous avons comme individus, mais aussi comme collectivité lorsqu'on parle de droits économiques et sociaux. Cela a été un véritable plaisir de me joindre à vous à l'occasion de la causerie Voir grand d'aujourd'hui. Au nom de la Fédération des sciences humaines, je remercie une nouvelle fois les commanditaires de la série de causeries Voir grand. Le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, Université Canada et bien entendu la Fondation canadienne pour l'innovation. Si vous souhaitez revoir la présentation d'aujourd'hui ainsi que cette conversation, la vidéo sera disponible sur la plateforme Congrès 2022 dans les prochains jours. Nous espérons que vous vous joindrez à nous à l'occasion de la prochaine causerie qui aura lieu lundi, le 16 mai, de midi à 13 heures, et qui aura pour terme ce qui suit, changement de mentalité, tout commence par la décolonisation, et ce sera la docteure Denise Ferreira da Silva qui prononcera la conférence à ce moment-là. Et cette causerie se déroulera en anglais. D'ici là, vous pouvez continuer à participer à la conversation sur Twitter en utilisant les mots-clics que je vous rappelle, Voir grand et bien entendu Congrès SSH. Je vous remercie toutes et tous de vous être joints à nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le Congrès 2022 jusqu'à présent et que nous vous reverrons prochainement dans le cadre d'un autre événement, Voir grand.